Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 mai 2022. Oh, quel effet spécial, hein? Gros plan sur Georges Perec. Eh oui, Georges Perec, que nous aimons tant. Encore une autre journée très occupée aujourd'hui à la librairie. Alors, j'ai pu lire quelques pages ici et là au vol. Et j'aurais envie de vous dire que la lecture en librairie, la lecture arrachée à l'activité de librairie, c'est peut-être le meilleur moment. Parce qu'il m'arrive, entre deux clients, de poursuivre ma lecture et je lis à voix haute, au milieu des allées, au milieu des rayonnages. Et je guette quand même du coin de l'œil si un client ne franchit pas le seuil de la porte. Je serais un peu embarrassé qu'on me prenne en flagrant délit en train de tester des textes. Et ce que j'ai observé, parfois la lecture que j'offre, elle est hésitante, elle est trébuchante et parfois je n'ai pas non plus le bon rythme. Et je me suis aperçu que lorsque la caméra n'est pas ouverte, c'est beaucoup plus facile. Au fond, la lecture, vous le savez, est une activité à la fois privée et à la fois solitaire. Mais je me faisais la réflexion aussi que lire en librairie, c'est-à-dire avec la possibilité que tout à coup, qu'une tierce personne intervienne et interrompt le fil de notre lecture, ça fait partie aussi de la lecture. Dans une bibliothèque publique, chacun est affairé, chacun est penché sur ses livres, et c'est entendu que personne ne va venir vous déranger. Tandis qu'en librairie, si jamais un lecteur s'arrête et prend le temps de lire, ou un amateur comme moi le fait, eh bien, sa lecture est différente, car elle peut accueillir un corps étranger. Cette lecture, tout à coup, elle peut s'arrêter parce qu'un être humain se présente devant moi. Et je dirais même que cette intrusion et cette apparition désirée, un commerçant ne souhaite pas que personne franchisse le seuil de son échoppe, et bien que cette apparition peut colorer autrement la lecture. Parce qu'il y a un arrêt forcé, imprévu, mais tout de même prévisible. Et cet arrêt permet à ce que les phrases qui ont été déployées dans l'esprit, qui ont été macérées, qui ont été masticotées dans la bouche, peuvent enfin dégager peut-être tout leur sucre ou par l'esprit prendre enfin leur envol. Tant et si bien qu'aujourd'hui, j'ai lu quelques passages de ceci, la démarche poétique, parue dans la belle collection 18-10-18, de cet écrivain, de ce philosophe, de ce professeur à la retraite aujourd'hui, de philosophie, d'esthétique et de morale, j'ai cru comprendre. Et d'origine belge, franco-belge, un belge d'expression française. Alors son nom c'est Jacques Sojcher, ouais, voilà. Et l'ouvrant ici et là, j'y ai capturé quelques phrases qui m'ont tout à fait enchanté, dont un mot dont j'ignorais l'usage, c'est le mot inventorieur, un inventorieur. Alors c'est quelqu'un qui procède à des inventaires, qui inventorie, et qui inventorie, pardon. Et qui en même temps, je ne sais pas si je l'ai bien entendu, en fait, oui, qui dresse des inventaires, mais qui invente aussi.
Et j'ai entendu aussi dans le mot inventorieur, j'ai entendu le mot rieur. Alors tout de suite, j'ai filé les comparaisons. Alors j'ai imaginé une suite, une succession de, de mots valises, inventoriés, inventés et finalement en rire. Alors c'est à la suite ce mot de inventorieur, c'est ainsi qu'il qualifie dès les premières lignes le travail d'Eugène Guilvic. Alors, Eugène Guilvic, moi que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup pratiqué il y a longtemps déjà, je pense que l'aura, peut-être que je me trompe, que l'aura de Guilvic semble être un peu sous le boisseau présentement. Il me semble qu'on le réédite peu. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas conscient de ça. Guilvic, qui a eu des liens très étroits, très ténus avec le Québec, et qui a publié au Québec plusieurs livres, qu'on retrouve ici et là. Et avant de commencer cette vidéo, cette courte vidéo, parce que je vais vous lire juste deux petites pages ce soir, avant de passer à Jacques Solcher, j'avais envie d'aller retrouver mes Guilvic dans ma bibliothèque. Mais le problème de ma bibliothèque, c'est que ce n'est plus une bibliothèque. C'est un chaos de papier. Des milliers de livres dans des pièces séparées. J'ai tout à fait perdu le contrôle depuis longtemps de ma bibliothèque. Parfois, je m'en désole, mais la plupart du temps, j'ai peut-être une autre intuition aussi. C'est sûr, c'est une accumulation insensée, un peu à l'image de notre système capitaliste. Alors, j'ai accumulé une somme, je la dirais effroyable, mais inimaginable de livres, et mon désir de livre est absolument inassouvissable. Je ne me lasse jamais. Et j'ai beau fréquenter les librairies depuis ma toute petite enfance, dès que je rentre dans une librairie, dès que je suis l'intrus, mais je ne dérange jamais aucun libraire dans sa lecture, va sentir. Mais dès que je débarque dans une librairie, je suis content. Toutes les librairies me ravissent, de la plus pauvre à la plus riche, que ce soit avec une librairie, surtout les européennes, où on y retrouve des premières éditions, des ouvrages autographiés, des ouvrages qui ont beaucoup de valeur, ce qui n'est pas le cas des librairies montréalaises. Les libraires qui proposent à la vente des livres rares et le font généralement en chambre. C'est des libraires qui fabriquent, confectionnent, concoctent des catalogues et généralement, c'est sur invitation qu'on peut visiter leur librairie qui est dans leur maison. On appelle ça des libraires en chambre. C'est assez joli aussi. Ça suppose quand même quelque chose d'assez clandestin, d'assez, je vais dire érotique, n'exagérons pas, mais d'assez... il y a quelque chose de l'ordre du moine, de la discrétion, de la réserve, quelque chose qui ne s'offre pas, qui ne s'offre pas à la vue. Les marchandises ne sont pas livrées impudiquement au regard concupiscent du chaland. Oh, comme c'est dit. Alors, j'ai lu une autre phrase aussi que j'ai captée dans la démarche poétique. Le délire était la condition de la vraie lecture. Alors, évidemment, je reviens à mon image d'invraisemblable amoncellement, d'un torrent de papier. C'est sûr, mon esprit y bondit d'un titre à l'autre, j'ouvre une page qui me renvoie à une autre page. C'est très deleuzien, mon affaire. Je fais des agencements. Des fois même, je confonds des titres sur les rayonnages et j'en invente des nouveaux. Malheureusement, la plupart du temps, j'oublie de les noter parce que parfois, quelques trouvailles assez inusitées dans ce
lapsus de lecture. Et, et donc, aussi, pour en revenir à ce livre de Jacques Solcher, j'espère que je le prononce correctement, euh, il appartient à cette catégorie de grands intercesseurs. Ça, je n'ai pas été long à m'apercevoir. Les auteurs qu'il convoque, qu'il étudie, qu'il analyse, les liens qu'il fait entre eux, entre certains d'entre eux, ben, c'est la grande, grande famille des grands lecteurs, des grands critiques. Et j'ai pris un vif plaisir, et je continue aussi quand je vais dans une librairie. Ma section préférée, c'est les études littéraires. Alors, j'ai pris un grand plaisir dans ma vie, il y a déjà un bon moment, à lire Jean Starobinski, par exemple, à Georges Poulet, Raymond Jean. J'ai beaucoup pratiqué Raymond Jean. Jean-Pierre Richard, Bachelard, Gaston Bachelard. Et au Québec, Jean-Pierre Rissanut ou encore Gilles Marcotte, qui ont été pour moi les essayistes et les critiques à ce niveau-là. Ce sont de véritables écrivains. Alors, les écrivains, ce ne sont pas juste des raconteurs d'histoire. Les écrivains peuvent être aussi des gens qui travaillent simplement sur le langage, ou encore qui travaillent à partir des livres des autres et qui nous offrent des rapprochements, qui font des liens, qui nous télescopent d'une lecture à l'autre, qui nous dépaysent de, d'une lecture que peut-être on avait cru, ou enfin qu'on avait pensé imaginer. Comme je connais des gens ils lisent Ainsi parlait Zarathustra depuis 30, 40 ans, et ils avancent péniblement Péniblement, j'entends par là, ils avancent lentement et avec beaucoup de difficulté dans toutes les métaphores symboliques que recèle ce récit. Ce récit à la fois philosophique et poétique. On peut passer 30-35 ans à creuser, à forer un livre et en dégager sans arrêt des sens nouveaux, une, une manière de le comprendre nouvelle. Et ces grands liseurs, eh bien, eux, nous offrent parfois des clés. C'est clair, c'est le cas de l'auteur ici présent, Jacques Solcher. Alors, je vais vous lire un tout petit passage qui s'appelle Méthode, et c'est à la page 145 de La démarche poétique. Publié en quelle année? Oh, publié en quelle année? Je vais vous dire ça. Sans doute au milieu des années 70. Oui. Oui, il est, je viens de m'apercevoir, il est autographié. Alors, oui, il est autographié à un auteur québécois. Je n'en dirai pas davantage. Alors, il a été publié, oui, donc en 1976. Peu à peu, laisser entrer en moi les mots, parcourir l'illisibilité, ne pas comprendre, être emporté par un rythme, revenir en arrière, annoter, raturer, encercler, repartir dans tous les sens. Soudain, les premiers mots de l'accompagnement, du mime, de la répétition. Différer un peu l'obscur, oublier à la fin le texte initial, oublier cette lecture-écriture. Entre les lignes, dans la marge des pages, jeter les phrases d'un autre texte, comme celui-ci par exemple, à même la feuille, ou sur n'importe quel bout de papier à portée de la main. Continuer un récit, poursuivre un rêve, conduire tous les mots vers le même lieu de la ressemblance où je découvre mon visage, pourtant quotidien, illisible comme le reste.
et j'oubliais le hasard de la circonstance, le calme ou la précipitation, le soleil ou le froid, le début ou la fin de la journée, le goût des fraises ou de l'abandon, le message à demi entendu, la une des journaux, la voix au téléphone, la conversation la plus anodine, l'homme ou la femme la plus anonyme, tout ce qui parle, bruit, passe, effleure, rencontre. On appelle cela lire, écrire avec trop de sérieux et pas assez d'attention peut-être à l'éphémère. C'est un risque dérisoire et parfois la ruine du nom, le change d'une vie, une langue étrangère, disporique comme musique du désir, incompréhensible pour les techniciens de la communication, les théologiens du dialogue, les professeurs, les spécialistes et les salutistes. C'est une contagion souveraine, une absence de propriété. C'est en deçà du sens, de la signature, du savoir et du pouvoir, traversé par tous ces raz-de-marée. La nourriture de la fiction, l'éphéméride du désir. Sinon, lire, écrire tous les jours, du moins rêver les mots, les rythmes, recevoir la charge et la décharge des signes, comme coup de grâce, comme commencement, du lisible, du dissible. Être un récit continuel, une lecture multipliée, la langue qui ruine, l'avant des mots, poèmes, romans, critiques, qu'importe ces catégories, comme évidence de l'espace, comme rumeur de la mort, le baromètre des extrêmes. Tout cela, bien malgré moi, dévié, toujours au-delà, ligne après ligne, et conduit, jeté hors livre, la maison de la culture, le palais solipsiste du sens, là où Rimbaud, Artaud, Bernard Noël, Jean Dève, Alain Weinstein et quelques autres trouent le réel, où leurs mots, mes mots, font éclater le visible, la fausse surface et la fausse profondeur du lisible. Reste l'opaque, la parole folle. On appelle cela lire, écrire, comme si la poésie était dans les livres. Ben, la poésie dans les livres, elle est partout, même hors des livres. Alors, vous m'avez vu faire un salut de la main. C'est que la librairie est fermée déjà depuis un bon moment. Vous savez, nous habitons juste au-dessus. Ah, ça, c'est quelque chose aussi, dormir au-dessus d'une librairie. Et parfois, j'ai des moments de joie très intense lorsque la librairie est plongée dans la noirceur, d'imaginer que sous le matelas, pendant que j'étreins mon amoureuse, ma femme, ma compagne, eh bien, les livres sont là comme une présence sourde, comme une puissance presque tellurique qui ne fait pas trembler les murs de l'appartement, mais qui offre à notre espace, à notre habitacle, une assise, un fondement, comme si toute la civilisation gisait sous nos pieds, comme un gisement de sens, comme un gisement de poésie. Et en plein milieu de la nuit, il m'arrive parfois de me réveiller et de penser à cette librairie également assoupie, où il n'y aura pas de visiteurs venant interrompre ma lecture. Alors j'ai envoyé la main à Fabienne et à Léa, qui se marraient doucement en me voyant lire. Soir après soir, j'ouvre la caméra
Et je me livre à cet étonnant rituel de contact avec vous. Mais c'est pas... vous êtes quelques-uns, je sais que vous êtes quelques-uns, qui soir après soir m'écoutez. Et ça engage. Hein, ça engage une sorte de responsabilité qui est étonnante. Parce que, il me faut bien l'avouer, je n'arrive pas à croire que je suis écouté. J'imagine que si les livres, qui sont tout autour de moi, réalisaient qu'ils sont lus, quelle serait leur réaction à ces livres? S'ils réalisaient qu'au lieu d'être simplement des objets fermés, des objets opaques, des objets qui n'offrent que leur dos, eh bien, qu'une fois ouverts, eh bien, ils prendraient toute leur puissance, prendraient leur envol. Alors au fond, je vous parle comme un livre ouvert. Voilà. Au fond, c'est ça mon affaire. Je vous parle comme un livre ouvert. Bien souvent, c'est quelques minutes avant d'ouvrir la caméra, je sais dont je vais vous parler. Parfois, comme aujourd'hui, quand je suis tombé sur ce livre, je suis tombé. Quand ce livre s'est offert à moi, de Jacques Solcher, La démarche poétique, et que j'y ai retrouvé un magnifique chapitre sur Guy Vic, que je n'ai pas ouvert depuis des années, j'ai eu envie de vous parler d'Abeilles, publié aux éditions L'Estérel, si je ne m'abuse. Il a publié des titres en coédition aux éditions du Noroît, si ma mémoire est bonne. Et le plus incroyable, un des plus incroyables poèmes, en tout cas que j'ai lu dans ma vie, sont effrayants, Terraqué, qui est sur les charniers de la Deuxième Guerre mondiale. Terraqué est terrassant. Il n'y a pas d'autre mot. Si vous avez l'occasion d'aller du côté de Guy Vic, je vous invite à prendre le temps de lire Terraqué. Je ne sais pas, parce que c'est pas... Je sais que je sais, pour l'avoir compris, qu'il y a une cassure dans le travail de Guy Vic. Guy Vic, qui était une sorte d'observateur, qui était une sorte de phénoménologue. Et dans Terraqué, il y a une brisure, il y a une cassure. Son écriture change à partir de Terraqué. Il devient, j'aurais envie de dire, il ne devient pas plus grave. Il devient plus léger. Il devient plus aérien. Il devient plus mélodique. Parce que c'est au fond la réponse, est-ce qu'on peut encore écrire de la poésie après Auschwitz? Eh bien, quelque part, Guy Vic répond, c'est plus nécessaire que jamais. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis quoi? Je vous dis à demain. Mais demain, ça va être peut-être assez tard parce que demain, on a un groupe, imaginez donc, de jeunes communistes. Eh bien oui, ça existe encore au Québec. Qui viennent, ça existe ailleurs aussi, qui font une soirée de soutien à des grévistes. Et ils vont présenter un film dans la librairie. Là où je suis, il va y avoir un écran. Et ils vont être, semble-t-il, une petite trentaine des jeunes personnes. Alors,